La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans votre émission Grand Angle. Alors je rappelle que Grand Angle est une émission hebdomadaire destinée à mieux comprendre les dynamiques politiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au dialogue intermalien lancé la semaine dernière par les autorités de transition en place à Bamako. Il est intitulé « Les dessous d'un dialogue ». Pour en parler, il y a avec nous le docteur Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada n'est plus à présenter, c'est un habitué de l'émission. Il est enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Il est connu aussi pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Alors nous serons également accompagnés par Mokran Aitouarabi, notre confrère de la presse écrite. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour Mokran. Bonjour Ahmed Ben Saada. Bonjour Zine, bonjour l'Afrique. Merci docteur Ahmed Ben Saada, merci d'être avec nous. Alors messieurs, le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a lancé le lundi 6 mai à Bamako la phase nationale de concertation censée produire, sans intervention étrangère, des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années. Ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, précédé par une phase de consultation locale, s'est officiellement achevé le 10 mai. Les colonels qui ont pris par la force en 2020 la tête de ce pays en crise politico-sécuritaire sont accusés par leurs détracteurs d'utiliser ces concertations pour légitimer leur maintien au pouvoir. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, je vais commencer par vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire dans quel contexte, ou nous rappeler dans quel contexte intervient ce dialogue intermalien lancé par Assimi Goïta, le chef de la transition malienne? Alors, ce qu'il faut dire, c'est en fait citer quelques dates. Il faut citer la date du 18 août 2020, lorsqu'il y a eu un coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, connu sous les initiales de IBK. Il s'agissait du 4e coup d'État réussi au Mali. Oui. Il y a eu un 5e coup d'État, donc le 24 mai 2021, un coup d'État qui a porté finalement le colonel Assimi Goïta à la présidence de ce qu'on appelle la transition. Et donc, à partir de cette date-là, il était fixé que la transition allait prendre fin le 26 mars 2024 et qu'avant cela, des élections présidentielles étaient prévues le 4 février 2024, donc avant la date de fin, disons, de cette transition, et des élections législatives quelques mois plus tôt, c'est-à-dire en octobre-novembre 2023. Le 26 mars 2024, la transition était, disons, juridiquement terminée, mais il n'y a pas eu de prolongation. Donc, le pouvoir en place a décidé de ne rien faire par rapport à cela. Oui. Et ils ont trouvé le moyen, justement, d'organiser ce qu'ils ont appelé le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce dialogue a pris fin officiellement le 10 mai 2024, soit un mois et demi après la fin officielle de la transition. Oui. Donc, ces grandes dates, il faut les avoir en tête. Alors, pour résumer, il y a, disons, cette transition, donc depuis le coup d'État de 2020, cette situation dure depuis 3 ans et 9 mois, presque 4 ans, disons, que
le pays est en transition, c'est-à-dire dans une situation qui n'est pas la situation constitutionnelle. Il faut dire aussi, docteur Ahmed Ben Saada, que ce dialogue intervient aussi dans un contexte de verrouillage politique et médiatique. Nous croyons savoir que les partis politiques sont pratiquement actuellement interdits d'activité au Mali. Exactement. Donc les partis politiques ont été interdits le 10 avril 2024, donc soit un mois avant la fin de ce dialogue. Donc s'ils ont été dissous et interdits par le pouvoir en place, c'est qu'on ne voulait pas les voir à cette table de discussion, du moins sur la forme partisane, ou peut-être en tant que citoyen, mais pas sur la forme partisane, ce qui a justement provoqué un boycott massif de ce dialogue, parce que les partis qui ont été mis à l'écart trouvent que c'est une façon qui n'est pas démocratique d'instaurer un dialogue en bannissant les organisations et les partis. Et je rappelle aussi qu'il y a même eu une interdiction de la presse de relater les activités de tout parti. Donc il y a eu un double bouclage, disons, des partis et de la presse concernant les activités des partis. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Je reviendrai vers vous dans très peu de temps. Alors, Moukran Aïtouarabi, la bienvenue à vous. Merci d'avoir honoré notre invitation. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport au contexte dans lequel intervient ce dialogue intermalien? Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM et bonjour au professeur Ahmed Ben Saada. Effectivement, ce dialogue intervient dans un contexte politico-économique assez complexe et difficile que traverse le Mali bien avant déjà le coup d'État de 2020. C'est ce qui a d'ailleurs engendré en partie la colère populaire et les manifestations qui ont donc conduit ou contraint les militaires à intervenir et à renverser Ebeka. Aujourd'hui encore, la situation ne s'est pas améliorée, n'a pas connu d'amélioration pendant ces 3-4 dernières années. L'économie malienne elle est en difficulté. Les colonels, les auteurs du coup d'État en 2020 ont justifié le putsch par justement la dégradation de la situation politique, sécuritaire et économique. Ils avaient promis aux Maliens de tout faire pour remettre le Mali sur les rails. Mais force est de constater que pratiquement presque 4 ans après leur prise de pouvoir, la situation demeure en l'état, si ce n'est que par endroits, elle s'est même aggravée. Effectivement, sur le plan sécuritaire, si les militaires peuvent revendiquer certaines victoires, notamment contre les groupes terroristes à l'est, au centre et au nord. Sur d'autres plans, on constate à la fois qu'il n'y a pas eu de relance économique, les conditions de vie des citoyens restent toujours les mêmes, mais parfois difficiles. Les effets de la pandémie et des sanctions de la CEDEAO sont toujours là. Sur le plan sécuritaire, donc la situation, ils le reconnaissent et ils le disent eux-mêmes qu'on n'a pas encore pu recouvrir le contrôle de l'ensemble du territoire national. Les parties qui étaient entre les mains des terroristes sont pas toutes donc récupérées par l'armée malienne qui est soutenue par les groupes paramilitaires Wagner. Effectivement, ce dialogue intervient dans un contexte à la fois sécuritaire, politique et économique assez difficile, auquel les militaires jusqu'à maintenant n'arrivent pas à trouver des réponses adéquates. Merci beaucoup, Moukran Aïtouarabi. Docteur Ahmed Ben Saada, les autorités de transition à Bamako n'ont lancé leur dialogue qu'après avoir discrédité ou rejeté de manière unilatérale l'accord d'Alger, l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé en 2015 à Alger
et qui a permis au Mali, si vous voulez, de se remettre sur le chemin de la paix. Pourquoi, selon vous, les autorités maliennes ont rejeté les accords d'Alger, alors que tout le monde en convient, la communauté internationale le reconnaît, c'est grâce à ces accords, ou du moins ce sont ces accords, qui ont permis d'éviter au Mali l'éclatement? Alors, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que, en fait, les autorités actuelles du Mali présentent ce dialogue comme étant une substitution à l'accord de paix d'Alger. Ça, il faut le savoir. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert tous les dossiers, en particulier le dossier de la sécurité et de la stabilité du Mali. Oui. Et cet accord qui était considéré comme un facteur primordial de la stabilité pour les partenaires internationaux, pas juste l'Algérie, mais tous les partenaires internationaux du Mali considéraient que c'était un facteur de stabilité. La junte au pouvoir ne considérait pas, ne voyait pas du même œil cet accord qu'elle a clos, auquel elle a mis fin récemment, et ça avait même provoqué quelques petites frictions, disons, avec les séparatistes du Nord, et aussi avec les pays, les pays voisins du Mali. Donc, cette décision, justement, de présenter le dialogue comme étant une parade ou une substitution aux accords d'Alger me semble très tirée par les cheveux. Surtout que tout le monde convient. Tout le monde convient que les accords d'Alger ont permis de sauver l'unité et l'intégrité du Mali, et il a réussi la prouesse difficile de convaincre les séparatistes du Nord non seulement d'abandonner leurs revendications indépendantistes, mais aussi de déposer leurs armes. En effet, ce qui semble transparaître de toute cette activité, disons, militaire dans le nord du Mali, avec l'aide, bien sûr, de Wagner, la junte au pouvoir pense pouvoir sécuriser le nord, alors que ce n'est pas, en fait, juste un problème de sécurité. C'est aussi un problème de répartition des richesses, de citoyenneté du Nord versus à la citoyenneté du Sud. C'est en fait essayer de voir une réconciliation nationale entre le Nord et le Sud. Et ça, le dialogue actuel, il ne le fait pas, parce que justement, les gens du Nord n'ont pas participé justement à ce dialogue. Ce dialogue a été boycotté par une grande partie de l'opposition. Et autre chose, c'est que il a en fait amené des recommandations qui sont pour le moins certaines sont intéressantes, mais d'autres qui sont parfaitement farfelues. Mais justement, j'allais vous poser la question par rapport à ça. Alors, regardons ce que le dialogue a amené. Premièrement, il a été boycotté par une grande partie de l'opposition. Donc c'est un dialogue qui ne fait pas consensus. C'est ça, mais en fait, les observateurs disent que c'est la junte qui s'est personnellement boycotté, parce que en interdisant des partis, déjà, elle exclut des partenaires sociaux qui ont l'habitude de la joute politique. Ensuite, ce dialogue intermalien aussi a été vu comme étant une façon de prolonger la durée de la transition. D'ailleurs, il y a une résolution qui demande la prolongation de 2 à 5 ans. Et il y a même au niveau local des propositions à 10 ans de transition. Donc vous vous rendez compte. Autre chose, il y a une résolution qui recommande la candidature du colonel Assimi Goïta, alors comme candidat à la présidence, alors que la charte de la transition ne lui permet pas ça. Il était prévu justement une passation de pouvoir au niveau civil, qui était dans une élection, comme je l'ai précisé au début de mon intervention, qui était prévue pour février 2024. Autre proposition légèrement farfelue, élever au grade de général le colonel Goïta ainsi que 5 autres
membres de la junte. Une autre résolution qui ne va pas dans le sens, de la consolidation de l'unité nationale, c'est une recommandation qui demande de durcir les conditions de création des partis, de réduire leur nombre et de leur couper tout financement public. Oui. Ensuite, vous avez la dissolution de nombreux groupes d'autodéfense et de milices. Ça semble être très intéressant pour pouvoir justement reconquérir le Nord, mais il faudrait aussi ouvrir un dialogue. Et il me semble qu'une des propositions qui est intéressante, mais qui est à double tranchant, c'est celle d'ouvrir le dialogue doctrinal, entre guillemets doctrinal, avec les groupes armés, c'est-à-dire les terroristes. Mais si on se dit qu'on va ouvrir le dialogue avec les terroristes, cela veut dire finalement que le tout sécuritaire ne marche pas. Oui. Que si on ouvre un dialogue, c'est qu'on n'a pas les moyens d'imposer notre volonté, disons, à l'ennemi. Donc, toutes ces résolutions semblent aller dans un sens. Un, de faire fi, encore une fois, des accords d'Alger, et deux, d'augmenter la présence militaire, de prolonger la phase de transition et de donner un pouvoir aux militaires pour gérer les affaires du pays. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Tchad, c'est-à-dire vous avez la dernière élection du président du Tchad qui a remplacé son père après sa mort et qui a été élu récemment, tout récemment, à la présidence. Il s'agit de Mohamed Idriss Déby Itno, qui est devenu président du Tchad environ 3 ans après la mort de son père, avec une phase de transition. Donc, il me semble qu'au Mali, on s'achemine à un scénario à la tchadienne actuellement. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Afrique FM, l'écho vibrant de l'Afrique, où chaque onde porte le souffle de notre continent en mouvement. Afrique FM, la voix africaine. Par onde FM 98.4 depuis Tamanrasset, 105.6 et 88.9 depuis Alger, 93.2 depuis Constantine et 88.9 depuis l'ouest algérien Oran. Afrique FM, la voix africaine. La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Moukran Aïtou Arabi, donc finalement, le docteur Ahmed Ben Saada vient de dire que ce dialogue n'a pas fait consensus, qu'il n'est pas représentatif. Donc, résultat des courses, il a de faibles chances d'aboutir, ce dialogue intermalien. Effectivement, quand on dialogue pour la paix et la réconciliation nationale, cela veut dire que nous allons réunir autour d'une table tous les acteurs qui doivent être réconciliés et tous les acteurs qui doivent donc participer à cette paix qu'on recherche. Oui. Et il est bien évidemment impossible de réconcilier les Maliens dans ces conditions. Il est aussi illusoire de penser qu'il y aurait la paix au Mali en procédant de cette manière, avec l'exclusion, avec le bâillonnement, donc avec c'est un dialogue qui n'est pas inclusif. C'est un monologue organisé par les militaires au pouvoir uniquement pour baliser le terrain à Assimi Goïta, pour préparer donc un règne et son partage pendant de longues années, parce que là les choses commencent à être plus claires. Docteur Ahmed Ben Saada a bien souligné le fait que la charte qui a été élaborée après la prise de pouvoir par les militaires interdit aux membres de la transition, aux militaires, de se présenter à l'élection présidentielle. Oui.
cette charte qui a été faite sous, bien évidemment, la pression de la CEDEAO, sachant que le Mali, entre-temps, s'est retiré de la CEDEAO, il a rejoint l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, cette charte l'interdit. Le dialogue, donc, il a appelé, donc les participants ont appelé à justement revoir cette charte pour permettre à Assimi Goïta de se présenter à la prochaine présidentielle, dont la date, bien évidemment, n'est pas encore fixée. Et je ne pense pas qu'ils vont se presser pour la fixer, puisque l'une des recommandations, donc, c'est de prolonger la transition de 3 ans. Oui, donc, de 2 à 5 ans. Oui. Ils ont prolongé de 2 ans. Là, ils vont rajouter 2 ans, donc jusqu'au 2027. Donc l'équipe de Assimi Goïta actuellement au pouvoir est assurée au moins de garder les manettes jusqu'en 2027. Le temps de pacifier, entre guillemets, la classe politique avec les mesures des solutions ou la réduction du nombre de partis, donc de faire taire définitivement toutes les voix discordantes pour pouvoir se présenter comme l'a fait, il a bien fait de souligner le cas tchadien, donc Mohamed Idriss Déby, qui a su comment jouer pour rester au pouvoir. Je pense que c'est un faux dialogue, pour la simple raison que les principaux acteurs ne sont pas là, c'est les Maliens qui le disent eux-mêmes. Y compris, donc il y a beaucoup de partis qui ont dénoncé ça. Effectivement, si on prend par exemple Hamidou Doumbia a fait la déclaration selon laquelle ce sont les autorités elles-mêmes qui se sont exclues du dialogue national. On a dialogué avec qui? On dialogue pour, à la fin de ce dialogue, appeler à organiser un dialogue avec les groupes terroristes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dialogue. Et ce dialogue, il aboutit. Même Moussa Mara, qui a participé, ancien Premier ministre, il a participé donc à ce dialogue. Il a dit que le fait d'avoir omis des acteurs importants, notamment les groupes politico-militaires du Nord, aussi des voix importantes au Mali, comme Imam Dikou et tout ce qu'il représente au Mali comme mouvement, comme Coran, assez important. C'est quelqu'un de très influent. Voilà, et bien d'autres acteurs politiques de l'opposition qui étaient à l'origine justement de ce changement au Mali et de la chute d'Ibeka. Tous ces acteurs qui n'ont pas pris part au dialogue, des dizaines et des dizaines de partis politiques, des associations, d'autres ont été carrément dissoutes. Donc on commence par l'exclusion d'une bonne partie de la société. Après, on appelle à un dialogue pour justement faire une discussion interne avec entre guillemets les copains et arriver à un agenda qui a été déjà fixé à l'avance, à savoir donc susciter la candidature d'Assimi Goïta, mais aussi lui baliser le terrain pour qu'il soit le futur président. Merci beaucoup, Moukhlana Touarabi. Docteur Ahmed Ben Saada, pensez-vous qu'il soit raisonnable d'appeler au dialogue avec les groupes armés terroristes et en même temps déclarer la guerre aux groupes militaires, politico-militaires du Nord? Est-ce qu'il y a une rationalité à cette recommandation? Alors, il n'y a aucune rationalité et en fait, ça ne va pas dans le sens qui est dans le sens de ce dialogue, en fait. Parce que le dialogue, il se fait avec les citoyens du même pays. Donc, si on juge que les terroristes sont plus importants que les citoyens du pays, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire, le dialogue doit se faire d'abord avec les citoyens et essayer de voir. Tout dialogue est intéressant, mais on ne peut pas faire un dialogue avec des gens qui nous mènent une guerre sans merci et ne pas faire de dialogue avec des gens qui revendiquent des droits et qui étaient garantis par les accords d'Alger. Ironie du sort, plutôt de l'histoire. Vous savez que Ibrahim Boubacar Keïta, donc le président qui a été évincé par justement la junte militaire, avait fait un dialogue de ce type-là, qui a commencé le 14 décembre 2019.
Et je peux vous lire un extrait de son discours. Voilà, j'ouvre les guillemets. Il s'agira pour vous d'ausculter le pays, pour voir quel est son mal, d'où vient-il et comment le soigner. Le peuple attend de vous que votre congrès ne soit pas un congrès de plus, mais le congrès qu'il fallait pour mieux asseoir notre processus démocratique, adapter nos institutions, corriger notre gouvernance, stabiliser notre pays et renforcer notre commune volonté de vivre en commun. Ça, c'était le discours d'Ibeka le 14 décembre 2019. Assimi Goïta, à l'ouverture donc, de ce dialogue, donc le 6 mai 2024, dit, j'ouvre les guillemets, dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Oui. Donc, vous avez deux discours qui sont presque similaires. Nous savons le sort de Ibeka. Oui, donc, Ibeka a prononcé ce discours le 14 décembre 2019 et en 2020, donc quelques mois plus tard, il a fait l'objet d'un coup d'État. Et un coup d'État qui a été mené par qui? Il a été mené par des gens qui sont actuellement dans l'opposition. Oui, oui. Que je parle de l'imam Diko ou que je parle du M5 RFP, donc le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui sont actuellement dans... Donc voilà l'histoire qui se répète. L'histoire se répète. Et si je prends la phrase de Assimi Goïta qui dit de se retrouver sans intermédiaire pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale, en ne discutant pas en ne faisant pas participer les gens du Nord, il ne fait pas la paix et il ne fait pas de réconciliation nationale. Ahmed Ben Saada, est-ce que vous pensez que les autorités de transition en place à Bamako sont actuellement en train de jouer finalement avec l'unité du Mali? Parce que en adoptant une telle position, il provoque un durcissement aussi des positions des groupes politico-militaires du Nord, n'est-ce pas? Alors, je ne pense pas que politiquement on veuille que la destruction de son pays, mais simplement que les agissements, que les décisions politiques peuvent amener à cela. Je ne pense pas sérieusement que la junte militaire veuille que le pays se détruise ou se sépare ou qu'il y ait une scission. Ça, je ne le pense pas. Mais les décisions politiques peuvent amener à ça. Parce que le contexte actuel et la façon dont s'est fait ce dialogue ne mène pas justement au vivre en commun, ne mène pas à la réconciliation nationale. On aurait dû discuter avec ces gens-là ou au moins garder les accords d'Alger et trouver une manière de les améliorer ou de les modifier en sorte que la paix et la sérénité soient de mise dans tout le pays, du nord au sud. Moi, je vous pose la question parce que maintenant, Bamako et les groupes politico-militaires du nord sont pratiquement en guerre déclarée. Ah, bien sûr, c'est clair que dès qu'on met fin unilatéralement aux accords d'Alger, ça veut dire qu'on ne tient pas compte des engagements qui ont été signés auparavant. Et à ce moment-là, si on ne propose pas quelque chose de solide qui remplace les accords d'Alger, cela veut dire qu'on exclut les populations du Nord. D'autant plus que les populations du Nord ne demandent rien d'autre que l'application des accords d'Alger. Il n'y a pas de revendication supplémentaire qui seraient venus perturber ou remettre en cause leur engagement à s'inscrire dans le sens d'un rétablissement de la paix au Mali. Exactement. En fait, la junte militaire n'a pas fait la démonstration que les accords d'Alger n'étaient pas efficaces sur le terrain. Peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau des groupes djihadistes, mais au niveau de la cohésion sociale, les accords d'Alger pouvaient être une base sérieuse pour continuer, peut-être la modifier. Les choses changent sur le terrain, on peut les modifier, mais toujours autour d'une table et essayer de convaincre au lieu d'utiliser le bâton pour instaurer une situation de facto, une situation qui va très certainement mener le Mali vers des issues qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas favorables à un développement serein de cette région. Et je rappelle que le Mali fait partie de l'Alliance des États du Sahel et que cela est un très mauvais exemple, à mon avis, pour les deux autres pays
qui, je l'espère que non, ne suivront pas cet exemple. Oui, merci beaucoup, docteur Ben Saada. Moukran et toi, Rabi, l'intérêt des accords d'Alger, la prouesse des accords d'Alger, c'est qu'ils avaient réussi à distinguer ce qui relevait de la revendication politique des groupes politico-militaires du Nord et de ce qui relevait aussi, à distinguer aussi des autres groupes qui sont des groupes terroristes. Mais là, on a l'impression que maintenant les compteurs sont pratiquement remis à zéro. On privilégie le dialogue avec les groupes armés terroristes au détriment des groupes politico-militaires du Nord qui ne cherchent qu'à s'inscrire dans une logique de paix et de réconciliation. Oui, effectivement, c'est tout à fait étonnant de voir justement parmi les recommandations engager de dialogue avec les terroristes alors que depuis toujours le Mali combat le terrorisme. Il ne dialogue pas avec les groupes terroristes qui ne sont pas forcément des groupes composé de Maliens. Oui, oui. En plus, traditionnellement, on le voit en Algérie, on le voit un peu partout dans le monde. Généralement, on ne dialogue pas avec les terroristes. On leur donne la possibilité de se rendre ou on les combat. Effectivement, l'Algérie, elle a fait la déradicalisation qui est un autre processus qui n'a rien à voir avec le dialogue avec quand on dit dialogue avec les groupes terroristes, donc on dialogue avec les chefs de ces groupes qui ne sont pas forcément maliens, qui s'inscrivent dans des plateformes transnationales de terrorisme international qui relèvent de puissances occultes parfois et tout. Voilà, donc je ne vois pas comment ce dialogue peut se dérouler. Et de l'autre côté, vous avez un problème qui s'appelle le Nord Mali, qui demande justement à être intégré dans l'ensemble national. En fait, les principales revendications des groupes politico-militaires du Nord n'est rien d'autre qu'une meilleure distribution des richesses. Donc ces groupes justement politico-militaires s'inscrivent dans un Mali uni. Et ils sont pas, bien qu'il y a là ça peut jouer la carte de ceux qui cherchent à radicaliser certains éléments de ce mouvement pour aller vers des logiques séparatistes, alors que l'accord d'Alger justement a balisé le terrain pour un Mali fort, un Mali uni surtout. Voilà, donc avec une meilleure répartition des richesses, donc avec des projets de développement, aider le Nord Mali. Ce qu'on appelle un développement inclusif. Exactement. Et là, on ne parle même pas de cette problématique du Nord, alors que le dialogue lui-même, il a été engagé justement pour comme substitution au retrait unilatéral de Bamako des accords d'Alger. Là, il n'apporte aucune solution au problème posé et pris en charge dans l'accord d'Alger. Bien au contraire, on sent qu'il botte complètement en touche. On sort de la thématique initiale pour aller sur d'autres sentiers dont les visées semblent être claires. C'est des visées politiques, de pouvoir. Voilà. Ça risque de poser problème, justement, à l'avenir avec la reprise de la lutte armée de ces groupes. Merci beaucoup, Moukran Touarabi. Le temps qui est imparti à l'émission est presque écoulé, mais nous avons quand même le temps de poser une dernière question au docteur Ahmed Ben Saada. S'il vous plaît, docteur Ahmed Ben Saada, comment voyez-vous maintenant l'évolution de la situation au Mali ? Alors, c'est très difficile de faire de la politique fiction, mais au vu de tout ce qui se passe, des décisions qui ont été prises, disons, ça fait quand même plusieurs émissions qu'on fait sur le Mali. Le Mali se dirige vers un régime militaire pur et dur, sans donner de voix à l'opposition, sans donner de voix aux partis politiques. Donc c'est un régime qui, à mon avis, va être très difficile dans les jours et dans les mois qui viennent, et qui va provoquer pas mal de frictions, serait-ce qu'entre les Maliens eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui font de la vie politique du Mali, et aussi entre les adversaires
disons, régionaux, comme les gens du Nord et du Sud. Donc, vous voyez, il y a des indicateurs qui peuvent aller dans un mauvais sens concernant le futur du Mali, oui. Le tout sécuritaire, le tout militaire, le tout, disons, le tout politique draconienne comme cela ne peut pas durer longtemps. C'est-à-dire que ça pourrait se concevoir dans une phase de transition, mais si la phase de transition dure, disons, ça fait 4 ans déjà, plus 3 ans, minimum 3 ans, parce que ça n'a pas encore été décidé, ça fait 7 ans de transition pour un pays avec un régime aussi fort, aussi, disons, aussi militaire, fort mais militairement parlant, en bâillonnant l'opposition, en bâillonnant la société civile. Ça ne peut pas durer longtemps, à mon avis. Espérons quand même que le Mali s'inscrira. Certain. Le Mali et nos voisins, je pourrais même paraphraser notre président Majid Tebboune qui a dit en ce sens que, en fait, malgré les différends qu'on peut avoir, la relation entre l'Algérie et le Mali a toujours été une relation de bon voisinage. Nous considérons toujours, et peut-être probablement tout le temps, les Maliens comme étant nos frères, et nous n'avons ni visée territoriale, l'Algérie est assez grande, et nous n'avons pas de visée sur les ressources du Mali, parce que nous avons assez de ressources qui nous suffisent pour nous-mêmes. Donc le Mali n'a rien à craindre de l'Algérie, bien au contraire. L'Algérie sera toujours là pour finalement trouver des solutions à ces problèmes, si le Mali veut bien de l'aide de l'Algérie. Si elle ne veut pas, c'est son problème. C'est très bien dit. Nous ne pouvons pas trouver meilleur mot pour clore cette émission. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci, Mokran Etouarabi. Merci, Dr Ahmed Ben Saada. Merci, messieurs, pour vos éclairages. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs de cette émission, qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled, à la console technique Amin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM et au revoir.